C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour revenir sur des faits qui ont ponctué l'actualité de ces derniers jours. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24, à commémorer le 1er octobre de chaque année. La journée mondiale des architectes n'est pas passée sous silence au Gabon. Et grâce à un échange avec la presse à bâton rompu, les architectes du Gabon ont pu édifier l'opinion sur la profession qui est la leur. Et pour en parler avec plus de détails, je reçois le président de l'Ordre gabonais des architectes, M. Jean-Joël Mebalé. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, bonjour. Alors pour commencer, avant d'en venir aux manifestations liées à la journée qui vous était dédiée, expliquez-nous concrètement en quoi consiste déjà la profession d'architecte. La profession d'architecte, merci déjà pour la question. Tout de go, la profession d'architecte, nous allons la décliner comme un sacerdoce, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont reçu la capacité de faire des inventions et des modèles. Parce que partout où il y a un problème, il faut inventer une solution. Et nous sommes des inventeurs de solutions. Alors, quelle est la différence entre cette profession-là, donc entre l'architecte qui est un ingénieur et finalement le maçon, à l'endroit de qui d'ailleurs les populations gabonaises notamment montrent une certaine préférence? La différence est un peu comme, je dirais, le chirurgien et l'infirmier qui vous fait des injections ou des pansements. D'accord. Donc le maçon est là pour appliquer et pour expliquer concrètement aux populations qui nous regardent. Oui, certainement le maçon applique ce que lui prescrit l'architecte. De la même manière que l'infirmier applique la feuille de soins prescrite par le médecin. Et donc c'est dire qu'au Gabon, par exemple, vous travaillez en collaboration, les deux corporations. Est-ce que vous avez aussi des maçons, par exemple, que vous recommandez parfois à certains des personnes qui vous sollicitent? Bon, dans la situation qui est la nôtre, on dira plutôt que les maçons ne sont pas nos collaborateurs directs. Les maçons sont employés dans des entreprises ou en groupement de maçons. Ce sont des prestataires qui réalisent les ouvrages alors que nous sommes les prescripteurs. Nous faisons la partie feuille de route, la partie mission, invention, calcul et orientation. On transmet à une entreprise ou à un groupe de tâcherons selon les situations. Et dans ces organisations, il y a effectivement des maçons et d'autres spécialistes, pas seulement des maçons, des plombiers, des menuisiers, voilà. En tout cas, tout ce dont on a besoin pour la construction d'un édifice. Parlez-nous un peu de l'Ordre gabonais des architectes qui existe depuis 42 ans. Quelles sont ses missions? L'Ordre gabonais des architectes est d'abord une institution créée au nom du président de la République par le ministère de tutelle qui est le ministère des Travaux publics. Il prend d'autres additifs dans son intitulé, mais globalement c'est le ministère des Travaux publics. C'est une institution donc de l'État gabonais avec une délégation de mission. Quelle est cette délégation de mission? C'est-à-dire réglementer, gérer une structure professionnelle. Autrement, on aurait pu avoir les architectes gérés par une direction au ministère des Travaux publics, mais étant donné que les architectes agissent en professionnels libéraux, ils sont autonomes, ils conduisent leurs affaires, l'État, dans son organisation, a jugé qu'il valait mieux que les architectes, comme tous les autres ordres, se gèrent eux-mêmes, font la police, la discipline et l'éthique. Mais sinon, nous avons des missions de service public. D'abord, conseil de l'État et ensuite conseil des populations dont nous avons la charge. Donc, c'est dire par exemple que pour les différents chantiers que l'État initie par rapport à l'habitat, qui est une question de l'heure, vous êtes consulté, vous, en tant qu'Ordre gabonais des architectes? On devrait. Vous devriez. Voilà. Donc, ça veut dire que vous ne l'êtes pas. Il y a des situations où les architectes, disons les architectes sont consultés d'abord à titre individuel comme hommes d'affaires. Ça, là, ça se passe. Maintenant, l'institution Ordre gabonais des architectes gagnerait, enfin, disons les pouvoirs publics gagneraient plus à consulter l'Ordre gabonais des architectes pour organiser au mieux les réalisations. Parce que nous sommes particulièrement dans un moment où nous avons un support financier de l'extérieur. Il y a un peu cette situation de perfusion qui fait que les moyens sont souvent plus petits que les besoins. Dans ce cas, il faut les orienter au mieux. Et le meilleur conseil de l'État en matière d'habitat et du cadre de vie,
c'est le Conseil national de l'ordre des architectes. Donc lorsqu'on ne le consulte pas, on rate une marche quelque part. Et quand on rate une marche, il ne faut pas s'étonner de temps en temps qu'on se casse la figure. Et ça nous donne l'impression à nous, population, à nous, opinion, qui vous regardons, que vos actions passent sous silence. Est-ce le cas? Est-ce que vous posez quand même des actions parce que vous existez quand même depuis 42 ans? Les actions sous silence, bon, il faut déjà dire que l'ordre est un ordre. Et les habitudes des ordres, c'est d'être discret. Lorsqu'on a des missions et des missions qui peuvent engager des intérêts énormes, on a effectivement intérêt à être le plus discret possible. Donc les professionnels architectes sont souvent des personnes discrètes. Bon, et ces professionnels agissent dans le cadre de leur mission. Ils travaillent, les architectes gabonais travaillent depuis une bonne dizaine d'années. Je dis les architectes gabonais parce que l'ordre a 42 ans d'existence. Il faut dire que les 30 premières années étaient des années où seuls les expatriés avaient pignon sur rue pour vivre d'architecture. Les quelques architectes gabonais sont d'abord allés grossir les rangs de la fonction publique pour prendre des textes, pour accompagner l'État et mettre en place des choses. Ensuite, notre génération est la troisième génération d'architectes après la création de l'ordre. C'est celle-là qui a osé penser qu'on peut vivre de cette profession, qu'on peut vivre en libéral, qu'on n'est pas obligé d'être forcément salarié, ni du privé, ni du public. Donc nous sommes quand même à un tournant depuis les années 2000. On a vu le nombre de cabinets gabonais se multiplier. On est aujourd'hui aux environs d'une trentaine de cabinets, alors qu'en 1980, il y en avait 3. Vous parliez d'être un conseil, donc vous deviez être sollicité souvent par l'État. Mais est-ce qu'on se pose la question, vous avez également la compétence d'interpeller lorsqu'un édifice public, par exemple, quelle que soit sa nature d'ailleurs, ne répond pas aux normes que vous promouvez? Nous avons la possibilité effectivement d'intervenir. Ça fait partie de nos missions et prérogatives. Et ces missions-là ne dépendent pas seulement de l'État, même si l'ordre est un organe créé par décret de l'État gabonais. Mais dans le cadre de notre affiliation aux sociétés comme l'Union africaine des architectes, l'Union internationale des architectes, nous pouvons interpeller l'État qui, si volontairement un représentant de l'État mettait en danger la vie et la sécurité des populations en programmant un équipement dont les normes ne seraient pas respectées. Donc, nous avons cette capacité d'interpeller l'État et de l'interpeller avec une certaine vigueur. Mais il faut comprendre également que, avant d'arriver à l'interpellation, la démarche de base, c'est rappeler aux tenants du pouvoir de décision, rappeler le texte. Le même texte qui les met en fonction. Les mêmes textes qui les mettent en fonction, ce sont également les mêmes textes qui régissent l'acte de bâtir, d'aménager le cadre de vie. C'est vrai que lorsque les gens sont nommés à des postes de responsabilité, il y a la pression du résultat. Et parfois, on confond vitesse et précipitation. Dans ces conditions, la personne a envie d'avoir du résultat, elle se met sur le terrain et ne maîtrisant pas toujours les procédures, parfois on fait appel à la première entreprise qui a l'air de marcher bien et on lui demande de mettre en place un programme. Et, au bout du rouleau, on s'aperçoit que l'entreprise a fait du business, elle n'était pas forcément compétente de faire et le programme et la réflexion qui précède le programme. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de parler de certains usurpateurs. Mais déjà, est-ce que vous avez également la compétence de recevoir, par exemple, les plaintes des populations? Et une fois vous les recevez, qu'est-ce que vous en faites? Absolument. La semaine dernière encore, je recevais la plainte d'un inspecteur d'impôts qui s'est fait gruger. Mais là, ce n'était pas par un architecte, c'est effectivement par un usurpateur. Et nous recevons les plaintes. Il y a 2 ordres de plaintes. Les premières plaintes sont des plaintes de clients ou personnes, physiques ou morales, contre les architectes. Parce qu'il peut arriver qu'un architecte manque à ses obligations. Dieu merci, ça n'arrive pas souvent, mais ce sont des êtres humains. Si un architecte manque à ses obligations, les Gabonais, les habitants du Gabon, physiques comme institutionnels, doivent savoir qu'on peut en référer à l'ordre des architectes lorsqu'on a le sentiment ou l'impression ou la preuve qu'un architecte ne s'est pas bien comporté vis-à-vis de son client, d'une institution ou d'une personne. Ça, c'est la première nature des plaintes. Ce sont des plaintes qui permettent d'instruire une police interne, une police éthique. Et à ce moment-là, quelle est la procédure pour cette
première nature? Est-ce qu'il suffit d'adresser un courrier, par exemple, à l'ordre des architectes? Bon, le courrier, c'est bien. Bon, le Gabon, c'est petit. Libreville, c'est encore plus petit. Nous sommes à Likoala. C'est toujours mieux de venir et immédiatement, bon, on agit. Du moins, depuis que je suis aux affaires, je suis assez expéditif. Les choses qui doivent être tranchées, on les tranche rapidement. On convient de recevoir le confrère et son client pour connaître la nature du litige. Parce que dans la plupart des cas, il y a de fortes chances que si le collègue est en faute, qu'il reçoive une sanction. Les sanctions peuvent aller jusqu'à la suspension, mais dans plusieurs cas, on demande au confrère de refaire correctement le boulot s'il ne l'a pas fait. Donc on fait remplir les obligations. Parce que même lorsqu'on n'a pas touché un franc, un architecte qui a travaillé, même à titre gracieux, est responsable et engagé par son œuvre. Il peut être poursuivi pour une œuvre pour laquelle il n'a pas gagné de l'argent. C'est de l'éthique, de haut vol. Alors, vous parliez de la première nature donc de plainte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a également des plaintes de petites, moyennes et grandes escroqueries. C'est-à-dire, lorsque nous avons des gens qui se présentent aux populations ou à des personnes en se passant pour architectes et qu'elles ne le sont pas, elles abusent de ces personnes, et bien dans ce cas également, nous pouvons recevoir la plainte et donner la certitude aux plaignants que l'intéressé n'est pas architecte, il n'est ni dans nos registres, ni dans notre tableau, il n'est pas reconnu par ses pairs. Parce que la première reconnaissance des architectes, comme pour tous les professionnels, c'est la reconnaissance des pairs, c'est-à-dire la reconnaissance des semblables. Quelqu'un qui prétendrait porter le titre d'architecte et qui n'est pas reconnu par les autres n'est pas architecte, il n'est pas des leurs. Lorsqu'on est architecte, il n'y a pas de raison de se cacher de ses confrères. Et malheureusement également, il arrive que des gens viennent d'ailleurs, c'est le cas de le dire, ils viennent d'ailleurs, ils viennent faire des missions d'architecture. Les autorités et tous ceux qui reçoivent ce genre de prestataires doivent savoir qu'ils ont affaire aux bandits. Parce que l'Union internationale des architectes préconise justement que lorsqu'on intervient dans un pays autre que le sien, on doit prendre attache avec l'ordre des architectes de ce pays et se mettre en rapport avec au moins un architecte de ce pays. Celui qui vient de l'extérieur est appelé architecte invité et l'architecte qui lui sert d'homologue est architecte hôte. L'architecte hôte connaît la réglementation, connaît les populations, connaît les besoins, les usages, le niveau technologique. Donc c'est lui qui pourra orienter l'architecte invité, lui dire comment certaines choses se font dans le pays. Parce que la maison dans le désert n'est pas la même maison qu'en zone forestière. La maison en zone forestière n'est pas la même qu'en bord de mer. Voilà. Et c'est dans ces conditions qu'il est absolument nécessaire d'avoir un architecte hôte lorsqu'on vient d'ailleurs. Mais alors, vous allez certainement poursuivre pour l'État ou par exemple les populations lorsqu'elles ont affaire aux architectes locaux. Comment savoir, comment reconnaître qu'il s'agit là d'un architecte qui est reconnu par ses pairs? Est-ce qu'il y a une carte professionnelle? Est-ce qu'il y a des documents qu'on devrait demander? Lorsque nous avons pris notre mandat, nous avons effectivement institué une carte professionnelle d'architecte signée par le président de l'Ordre gabonais des architectes et signée également par le ministère de tutelle, le ministre des Travaux publics. Voilà, donc aujourd'hui, le minimum qu'on doit pouvoir demander à un architecte, c'est effectivement de présenter sa carte ou du moins de donner son matricule. C'est un numéro à 3 chiffres désormais. Alors, Monsieur le Président, de l'Ordre gabonais des architectes, la journée des architectes a été commémorée ce 1er octobre et je vous propose de regarder cet élément concocté par la rédaction de Gabon 24 avant de nous retrouver juste après. OK. Architecture pour un monde meilleur, c'est le thème qui a retenu l'attention cette année des associations et autres groupements d'architectes dans le monde. Au Gabon, l'Ordre national des architectes a voulu donner à l'événement un cachet particulier en échangeant avec la presse sur l'importance de leur profession. Non seulement on est utile, on n'est pas utile parce que quelqu'un nous rend utile. Nous sommes utiles par choix de vie. C'est un sacerdoce. On n'est pas architecte par hasard. C'est une destinée d'être architecte. Ce n'est pas le premier venu qui décide d'être architecte qui le sera. Il y a des gens qui ont le diplôme d'architecte mais qui ne vivent pas l'architecture. Occasion pour le premier responsable de l'OGA d'attirer l'attention de l'opinion sur les usurpateurs qui gangrènent la profession. Il appartient aux architectes de rappeler cependant que l'acte de bâtir n'est pas seulement un dessin,
c'est aussi une responsabilité. Le jour où ça s'écroule, le dessinateur a quelle assurance pour endosser les responsabilités? Donc, on se sert des textes qui existent, on les rappelle, on les diffuse et il nous arrive d'interdire à certaines personnes qui ne peuvent pas exercer, d'exercer. Il nous est même arrivé de demander à une société institutionnelle d'arrêter de parler de prestations d'architecture. Des dérives qui ne devraient pas constituer un frein pour des personnes désireuses de se lancer dans la réalisation d'une maison ou autre établissement. Toujours se rapprocher des architectes, parce que les besoins sont toujours plus importants que l'argent. Cet argent-là qui manque très souvent dans la réalisation des projets, au moins on aura un point de départ. La réalité, c'est que tant que le financement de l'architecture, disons du logement, de la construction, du cadre de vie, le financement n'est pas encore structuré comme commence à être structuré le financement de la santé, il y aura quelques difficultés. Et quand il y a des difficultés, raison de plus pour se rapprocher des professionnels. Spécialisés dans l'art de la conception des bâtiments, ces architectes ont pour mission de conseiller les décideurs dans l'aménagement du territoire. Au Gabon, l'Ordre national des architectes a été créé en 1976. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'info et vous êtes sur Gabon 24. Naturellement, je reçois Jean-Joël Mebalé. Il est le président de l'Ordre gabonais des architectes. Avec lui, nous revenons sur cette journée mondiale qui leur était dédiée le 1er octobre à monsieur le président de l'Ordre gabonais des architectes. Certains de vos confrères vous reprochent quand même à l'Ordre gabonais des architectes d'être un peu fermé, de ne pas être très ouvert. Comment faire pour dire à ces derniers d'adhérer à cet ordre et pour être reconnus finalement? Quelle est la procédure qu'ils devraient emprunter? Madame, c'est leur ordre. Chers confrères, c'est votre ordre. Chers consoeurs, c'est votre ordre. L'activité professionnelle ne se déploie pas en dehors de l'ordre. Dès qu'on sort de l'ordre, on est déjà dans le désordre parce qu'on crée la confusion. Que les choses soient très claires à ce niveau-là. Les uns et les autres savent que lorsqu'on est architecte et lorsqu'on rentre, on doit se signaler à l'ordre, se faire enregistrer et avant de commencer à exercer, se mettre en règle pour être reconnu par ses confrères. Cette reconnaissance se fait sous la forme de la prestation d'un serment solennel où les autres confrères, d'autres professionnels, d'autres invités sont amenés à reconnaître qu'un architecte vient de se joindre à ses confrères et consoeurs. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas parler d'être renfermé. Il y a une adresse, les gens sont connus, les personnes sont connues. C'est une institution ne dépend pas des personnes. On n'a pas besoin de personnes fortes dans une institution, on a besoin d'une institution forte. Et l'institution existe. Et si elle n'était pas forte, elle serait morte de sa petite mort. Alors, on parle maintenant de cette journée qui est le sujet qui vous emmène ici ce jour. Quelle a été la particularité de cette édition? Que faut-il retenir? Quelle a été la résonance au Gabon? La particularité de cette édition, c'est d'abord que c'est la première. La journée mondiale de l'architecte existe depuis 1985. Mais c'est la première fois qu'elle est commémorée au Gabon. Voilà, justement. Dont la particularité, c'est déjà une première. Pendant des années, il y a eu une fusion avec la journée mondiale de l'habitat qui était souvent marquée par le ministère de l'Habitat. Or, il y a quand même une distinction entre les deux activités. La journée de l'habitat est organisée souvent, la plupart du temps, par le ministère de l'Habitat et ses services. Elle parle de l'aménagement général du cadre de vie, des politiques publiques d'aménagement du cadre de vie. Alors que l'activité de l'architecte, c'est la production du cadre de vie. L'architecte est en tête de la production du cadre de vie. On peut faire des plans d'aménagement, des plans de planification, des plans d'aménagement, des plans de développement, mais ensuite il faut produire. Les architectes sont en amont de la production. En ce qui concerne les planifications diverses, lorsqu'on voit le différentiel qu'il y a entre la pensée et la réalité du terrain, pendant longtemps, lorsque les documents publics sortent, ils sont déjà en retard à moins de 10 ans par rapport à l'occupation du terrain. Et on est, nous, les architectes, obligés d'anticiper. C'est pour cela que nous avons initié et nous allons continuer à développer et proposer à la prochaine législature une loi nationale sur l'architecture et la qualité de vie.
Cette loi doit permettre de penser la production du cadre de vie sur au moins 50 ans. Si on ne le fait pas, si on se limite dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, le temps qu'on finisse d'épuiser l'instruction du document, il aura encore des années de retard sur la réalité sur le terrain. Or, nous devons penser performance. Je l'ai déjà redit et redit plusieurs fois. L'architecture est pour la construction et le cadre de vie ce que les mathématiques sont à la science. En tout cas, le cadre réglementaire est important. Il y a le cadre réglementaire qui est important, mais il faut absolument mettre l'architecture à sa place. L'architecture est une question d'art, de culture, d'âme des peuples. À la fin, à chaque fois, lorsqu'on regarde l'histoire des grandes civilisations, lorsqu'une civilisation a disparu, ses robes, ses tenues, ses danses, qu'est-ce qui reste? Ce sont les vestiges d'architecture. C'est ce qui rend témoignage que des gens ont été créatifs, inventifs. Ils ont porté un haut degré de technicité et de technologie. Pensez aux jardins suspendus de Babylone, pensez aux pyramides. Toutes ces choses permettent de marquer son temps. Et chaque décideur, chaque chef doit avoir des projets d'architecture. Si nous prenons le cas de la France que nous connaissons, la pyramide de François Mitterrand, la Grande Arche, chaque chef, du chef de l'État jusqu'au président du conseil municipal de la plus petite ville comme chez nous, au Vent dont je suis natif, on se doit d'avoir un projet d'architecture, un projet de chef. Personne ne devrait quitter une fonction sans qu'il ait laissé une œuvre d'architecture, parce que c'est ce qui restera en témoignage, que quelqu'un a agi, quelqu'un a posé des actes, quelqu'un a changé le cadre de vie, quelqu'un a changé l'environnement, il a apporté du sien durant ces jours. Et c'est bien que vous parliez d'Auvent, moi j'aurais pu parler de Fougamou ou Exact. de Lebamba. Oui. Quelles sont les actions que vous comptez mener pour accompagner ces régions de l'intérieur du pays, pour adhérer finalement à cette politique de l'architecture? Vous faites bien de poser la question parce que depuis 4 ans, je parcours le pays, notamment le Sud. J'ai travaillé sur le Haut-Ogooué pendant des années et d'ici le mois d'octobre, d'ici novembre, je repartirai encore sur 4 provinces dans lesquelles nous voulons implémenter un système de construction qui s'appuie sur le prélèvement des matériaux locaux. Parce que lorsque nous prenons les technologies de construction habituelles, c'est-à-dire parpaing de ciment, tôle, contreplaqué, une bâtisse qui coûte 30 millions sur Libreville, un logement social standard bien fait. Lorsque vous arrivez à Lambaréné, il passe dans la quarantaine. Lorsque vous arrivez au IEM, au Konja, il va dans les 80. Donc, développement impossible. On est obligé d'aller interroger les matériaux locaux sur le terrain. On est obligé de regarder les compétences locales sur le terrain. Parce qu'avec les architectes et les personnes, les ressources, il est possible de produire un habitat adapté. C'est pour cela que nous avons commencé depuis 4 ans à sillonner le pays. Nous avons l'intention d'essayer d'expérimenter 4 stations dans 4 provinces, si Dieu le permet. Mais alors, l'un des reproches que certaines populations vous font, c'est que se louer ou demander les services d'un architecte coûte cher. Comment faire lorsqu'on n'a pas suffisamment de moyens? La première chose que nous disons souvent, madame, c'est que les choses coûtent ce qu'elles valent. Donc le problème n'est pas un problème de cherté, le problème est un problème de financement. Et nous prenons souvent le parallèle de la santé, puisque des mécanismes de financement d'une santé de qualité sont en train de se mettre en place. Il faut les amplifier, il faut les améliorer. Avant, on aurait pu considérer que consulter un spécialiste, ça coûte cher. Et en ce qui concerne l'architecture, c'est pareil. À chaque fois que l'on fait quelque chose seul, ça coûte cher. Dès qu'on commence à se mettre en groupe, on commence à trouver des solutions. C'est pour cela que j'adresse un appel solennel à ceux qui vont être élus, conseils départementaux, conseils municipaux, d'initier des opérations d'ensemble. Parce que lorsque quelqu'un a envie de faire une maison tout seul, il a toutes les difficultés du monde. Surtout, je milite pour qu'on construise à l'intérieur. Ceux qui sont venus de l'intérieur pour les études, ensuite le travail, et qui ont envie de repartir ont toutes les difficultés du monde parce qu'il n'y a pas un logement, il n'y a pas un accueil. Or, lorsqu'on envisage d'aller construire seul dans sa localité, c'est compliqué. Le camion, on le prend tout seul, 600, 700 000 francs. Alors que les opérations de groupe,
10 personnes, 20 personnes, en collaboration avec leur commune, en collaboration avec leur département, ça permet déjà de diviser le prix du camion, 700 000 francs, le diviser par 10, 20 personnes. Il faut être ensemble, il faut que les Gabonais apprennent à faire des choses ensemble, entre eux, personnes individuelles, mais également avec les institutions locales. C'est la concrétisation de cette décentralisation que presque tout le monde appelle de ses voeux. Mais cette décentralisation, elle va se faire avec les personnes, pas seulement avec les institutions. Sinon, tout seul, c'est cher. Ensemble, on casse les prix. Et nous espérons que votre appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Merci à vous, monsieur Jean-Joël Mebalé, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Il y a tellement de choses à dire. Effectivement, on nous reproche d'être discret, de ne pas beaucoup communiquer. C'est le propre de la profession qui veut qu'on soit discret lorsqu'on gère les secrets des investissements des gens. Et on aura l'occasion, peut-être sur d'autres plateaux, de revenir avec plus de détails sur vos missions. Nous rappelons que vous êtes le président donc, de l'Ordre gabonais des architectes. Et avec vous, nous sommes revenus sur les contours de la profession qui était à l'honneur ce 1er octobre à l'occasion de la journée mondiale dédiée. Merci encore à vous d'être passé sur ce plateau et pour tous vos éclaircissements. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.